Bon, donc bonjour tout le monde. Euh, je tiens à vous souhaiter un très bon début de semaine. J'espère que vous allez tous bien dans cette période de confinement. Je tiens à réitérer une deuxième fois les, les remerciements par rapport à tous les parties prenantes dans cette belle initiative Rêve d'Art, ainsi que tous les gens qui participent avec nous avec une assiduité très très remarquable. Donc, on essaiera de continuer ce qu'on avait déjà commencé la dernière fois. Donc, on avait parlé la dernière fois de plusieurs éléments concernant la comptabilité approfondie par rapport à son rôle et le fait qu'elle travaille et qu'elle s'articule avec de la comptabilité générale. Et en plus de cela, il viendra peaufiner toutes les données financières qu'elle mettra en place afin de ressortir avec une liasse fiscale qui reflèterait plus ou moins une image fidèle, sincère et qui serait un atout indispensable pour ressortir avec tous les ratios financiers de l'entreprise, indépendamment, je dis bien indépendamment de la charge fiscale. Donc, concernant la suite de notre programme, donc on essaiera d'aborder toute la partie de l'évaluation d'immobilisation, cette fois-ci avec l'évaluation par rapport à un coût de production. Donc, l'immobilisation produite par une entreprise, elle peut être évaluée selon deux éléments. Soit on va reprendre une immobilisation directement du stock, ou à défaut, ben, ça va être réellement fabriqué par l'entreprise pour elle-même. Donc, je m'explique. Ça va être prélevé directement d'un stock. On va prendre le cas de Dell, le cas d'Apple. Lorsqu'elle veut fournir ses commerciaux avec des du matériel informatique, des PC en l'occurrence, ben la chose qui est la plus logique, c'est qu'elle va prélever ces PC-là ben, directement du stock qu'elle a. Si on veut prendre l'entreprise Renault, lorsqu'elle va octroyer du matériel de transport à son personnel ou à son top management, ben, elle va prendre des véhicules qui étaient destinés à la base à être externalisés, ben, ça va être destiné cette fois-ci à un usage interne. Donc, en l'occurrence, c'est un prélèvement directement du stock. Donc, on va dire que dans ces deux configurations-là qu'on vient d'aborder, l'entreprise ben, viendra avec une nouvelle immobilisation dans son patrimoine. Cette dernière n'est ni achetée, mais surtout produite par l'entreprise. En l'occurrence, c'est un prélèvement du stock. Donc ça, c'est la première configuration. La deuxième configuration qu'on pourrait avoir, c'est lorsque l'entreprise va créer réellement pour elle-même une immobilisation. Et là, on prendra en l'occurrence l'exemple d'une entreprise alpha qui fait cette dernière fait du BTP en l'occurrence. Et si elle veut construire un nouveau siège, c'est tout à fait normal et logique qu'elle prendra son propre personnel afin que on construire une immobilisation pour ses propres besoins. Donc en l'occurrence, on est ici sur une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Le cas maintenant d'une entreprise qui va créer des biens pour elle-même, que ce soit corporel, incorporel, tout type de nature d'immobilisation, ou à défaut un prélèvement de stock, la question qui viendra se poser, c'est comment évaluer cette immobilisation. Donc, pour évaluer cette immobilisation, il faudrait prendre en considération quelques éléments qui commenceront par le coût d'acquisition de la matière première. Donc le coût de production, ça serait le coût de l'acquisition de la matière première consommée. Donc la première des choses qu'on essaiera de mettre en place, c'est
essayer d'évaluer le coût d'acquisition. Donc, c'est tout ce qu'on avait déjà abordé lors de la séance dernière. Alors, il faudrait rajouter sur ce coût de production la, la partie des charges directes et indirectes liées à la fabrication de cette immobilisation. Donc, on aura le coût d'acquisition, on aura les charges directes et indirectes liées à la fabrication. Il faudrait aussi rajouter la partie des intérêts de préfinancement ou les intérêts intercalaires. Et là, je prendrai un peu de temps pour expliquer. Donc, ces intérêts intercalaires ou ces intérêts de préfinancement, ben, ça signifierait quoi? Ben, ce sont les intérêts qui vont correspondre aux frais lorsqu'un emprunteur va rembourser mensuellement à sa banque, ou ça dépend de la périodicité, tant que son crédit ne lui a pas été débloqué. Donc, ces intérêts-là, ils seront calculés juste pour le montant du prêt débloqué. Donc, ce sont des intérêts qui s'étaleront certainement sur une période plus d'un an. Et ces intérêts-là, bah, leur mise en place aura quelques avantages et quelques inconvénients. Donc, si on peut citer, mais juste brièvement, les avantages qui concerneraient ces intérêts intercalaires, on pourrait parler d'un allègement de la trésorerie, car éventuellement les intérêts intercalaires permettent à l'emprunteur de diminuer l'impact du crédit sur son budget en ne remboursant que la partie, on a bien expliqué, que la partie des intérêts de son prêt. Donc ça, c'est le premier avantage qu'on peut incorporer à un intérêt intercalaire. Deuxième avantage qu'on peut incorporer à cet intérêt intercalaire, c'est qu'on l'emprunteur ici peut cumuler plusieurs prêts, car ce dispositif permet de cumuler plusieurs crédits, étant donné que le prêt est sur le bien serait sur des choses qui seraient sur un avenir futur, donc sur des travaux qui seront à venir, non encore achevés. Et du moment que on n'en rembourserait que sur la partie du prêt, ben, troisième avantage qui est plus ou moins logique, c'est la diminution du taux d'endettement. Donc, ces trois éléments-là, ils permettent à l'entreprise un certain avantage, en l'occurrence, ben, c'est-à-dire le fait d'avoir une certaine rentabilité, une certaine solidité sur ses ratios financiers, ce qui un peu, ça impacterait positivement éventuellement sur la situation financière de l'entreprise. Cependant, en matière d'inconvénients, ce qu'on peut trouver par rapport à ces intérêts intercalaires, c'est le surcoût du crédit. Car en allongeant la durée du crédit sur les délais de construction, par exemple, le coût de crédit éventuellement ben, pourrait être un petit peu plus élevé, étant donné que le risque, en l'occurrence ici, est plus élevé. Donc c'est tout à fait normal et logique que l'intérêt serait plus important et implicitement le coût du crédit serait exactement plus élevé. On pourrait avoir aussi comme inconvénient le cumul des mensualités et logique des choses, si on aura un cumul de mensualités, le risque qui va s'élever, donc on aura un surcoût de l'assurance. La prime d'assurance ici serait plus intéressante et toujours un impact négatif par rapport à notre coût de crédit. Donc, ces intérêts intercalaires, à la base, ils seront dans une optique de comptabilité générale passés dans des comptes de régularisation, voire même des comptes de charges financières. Donc, du moment qu'ils sont liés au coût de production, le travail ici, il assisterait à ce qu'on les intégrerait dans ce coût de production avec tout simplement un compte de transfert de charges. Donc, on avait bien évoqué la séance dernière que chaque fois qu'on aurait des charges qui seront déjà activées dans une démarche de comptabilité générale ou dans une comptabilité tout à fait logique et normale, et le fait de les passer en raisonnement en termes de coûts, on est dans l'obligation de transférer toutes ces charges-là en des comptes de transfert de charges, que ce soit des charges d'exploitation ou des charges financières ou des charges non courantes. Donc, ça serait toujours un 7197, à défaut un 7397 ou bien éventuellement un 7597. Donc, cette opération d'évaluation de coûts de production, elle ne pourrait être logique vis-à-vis des dispositions légales et fiscales au Maroc
si on ne présente pas une facture de livraison à soi-même. Et là, il s'avère que le, le, la personne en question, l'entreprise en question, doit, une fois le bien produit à 100%, établir une facture dans laquelle elle s'engage à ce que on va y arriver. Donc, je suis en train de voir. Donc, toute la partie des sous-activités, on y arrivera ultérieurement dans cette séance-là. Donc, toute la partie de la facture de livraison à soi-même qui rentre en tant qu'obligation légale. Donc, ça signifie que chaque fois qu'une entreprise livrera un bien pour elle-même, là on parle de quelque chose qui restera en interne dans la personne, au sein de la personne morale, ben, elle est dans l'obligation de présenter une facture de livraison soi-même. Donc qui parle d'une présentation d'une facture à livraison soi-même, la chose la plus logique parmi les conditions de fond et de forme d'une acceptation d'une facture, c'est la TVA. Donc ici, c'est l'entreprise alpha qui va se facturer sur l'entreprise alpha la TVA. Donc, on va dire que la même personne morale va avoir une facture, une TVA facturée et à la fois une TVA récupérable. Donc, ces intérêts-là, normalement, c'est juste, oui, Madame Hanan, Kasmi, c'est juste par rapport relatif au crédit contracté. Et donc, ça doit être lié directement à l'immobilier en question. Les intérêts relatifs, pas tous les crédits contractés, mais la période. Donc, on parle de l'objet du crédit et la période du crédit. Donc, il y a deux éléments ici pour qu'on puisse intégrer ces intérêts intercalaires. Donc, parce que des fois, on peut prendre un crédit qui pourrait s'étaler sur plusieurs objets pour financer plusieurs éléments. Et là, on devrait prendre que la fraction qui concerne l'immobilisation X ou l'immobilisation Y ou l'immobilisation Z. Et aussi par rapport à la période concernée. Pourquoi? Parce que on est sur un respect des principes comptables, notamment le principe d'indépendance ou de séparation des exercices. Donc, concernant, on avait dit cet impact fiscal, à vrai dire, à 90%, c'est un impact qui est neutre. On parle d'une opération blanche fiscalement, car tout ce que l'entreprise va facturer sur elle-même, elle aura la possibilité de le récupérer. Ce qui nous fait que, bah, il n'y a pas une très grande incidence. À défaut, si l'entreprise en question travaillerait avec un prorata de déduction de TVA, c'est-à-dire si elle a des opérations taxables ou qui ne donneraient pas droit à déduction ou hors champ, ou j'en passe, en l'occurrence, oui, on peut immobiliser un stock outil du moment bah, qui s'appellera un stock outil qui dépasserait comme délai de conservation plus de 12 mois. Donc en l'occurrence, c'est un retraitement qu'on le fait extra-comptable en matière de passage du bilan comptable au bilan financier, mais éventuellement dans une démarche de comptable approfondie, ça nous laisserait le temps de le classer en tant qu'immobilisation du moment que les trois critères du CGNC sont là, qui sont toujours propriété, durabilité et usage. Donc, on avait dit que cette opération, certes, elle est neutre fiscalement, mais elle pourrait avoir des incidences lorsque l'entreprise travaille avec des ratios ou avec un certain prorata. Ça veut dire que l'entreprise, elle va se facturer la totalité du montant de la TVA qui figure, mais en conséquence, elle ne pourra déduire, récupérer qu'à hauteur de son prorata. À défaut, toute la partie non récupérée, selon les dispositions fiscales, ça serait un élément qui devrait être intégré dans le coût de l'immobilisation. Donc, si on reprend à titre d'exemple, une entreprise qui aura comme facture TVA facturée un montant de 100 et son prorata n'est que de 70%, ben, elle pourra prendre comme récupération que 60 et intégrer les 70 pardon et intégrer les 30 manquantes dans le coût de l'immobilisation. Donc si on reprend c'est un exemple dans lequel on va essayer de l'aborder en face avec des éléments assez simplistes. Il faudrait aussi ne pas oublier que toute la partie qui serait réalisée en interne, ça va impacter le compte de immobilisation, production immobilisée ou immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. C'est toute la partie du 714, c'est-à-dire la partie de production immobilisée. Donc là, on va être éventuellement sur une construction
qui va être créé sur une seule année, sur un seul exercice, dans lequel on a activé un ensemble d'éléments en tant que charge de personnel, en tant que autre charge d'exploitation, des intérêts intercalaires qui sont déjà calculés. Donc, si on veut calculer le coût de cette immobilisation, ben, ça ne serait rien d'autre que l'addition de l'ensemble de ces éléments. Sauf que l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire si on prend les trois premiers, si on reprend toute la partie matière et fourniture, charges de personnel et autres charges d'exploitation, ça serait, ça serait une, ça serait éventuellement la partie qui va qui va nous donner un montant de 242, de 569 200. Donc, tous ces trois éléments-là, c'est toute la partie qui a été réalisée en interne. Rajoutons à cela la partie des intérêts intercalaires, ce qui va nous donner un montant global de 700 000. Donc, le coût de l'immobilisation de ce hangar que l'entreprise Alpha a créé pour elle-même, c'est quelque chose qui aurait une valeur globale de 700 000. Donc, ces 700 000-là, comment ils vont être décomposés comptablement? Donc, les trois premières lignes, c'est-à-dire les matières et fournitures, les charges de personnel et les autres charges d'exploitation, ce sont des immobilisations produites, ce sont des immobilisations corporelles, bien éventuellement, produites par l'entreprise pour elle-même. La partie des intercalaires, ce sont des éléments, certes, qui sont à réintégrer dans le coût de l'immobilisation, mais qui sont jadis passés en tant que charge financière. Donc, histoire de les corriger comptablement, ben, on va les corriger par le compte de transfert de charges financières. Donc, on a notre immobilisation qui vaut 700 000. Ces 700 000-là, ils étaient bon là parce que si on veut peut rester juste parce qu'il y a pas mal d'interactions et j'encourage et j'en félicite toutes ces personnes-là à qui on met le reste du pourcentage. Le reste du pourcentage, Monsieur El Mosley, c'est on intègre dans le coût de l'immobilisation. Donc si on avait dit l'exemple, donc les 30% ou tout le solde du pourcentage de l'autre taux du prorata, ça devrait être intégré dans l'immobilisation. Effectuer les charges de personnel par projet, ben là, c'est la démarche du contrôleur de gestion, Monsieur Lazouzi. Donc, c'est le contrôleur de gestion est dans l'obligation de mettre en place des clés de répartition afin qu'il puisse détailler, ventiler ces charges de personnel par projet. Et ce sont éventuellement, oui, c'est ce que j'avais vu au préalable, ce sont des éléments qui sont prévus par la norme IAS 16. Et d'ailleurs, à titre d'information, ben, à la suite de notre séminaire-là, on essaiera d'enchaîner sur le deuxième module qui est éventuellement la comptabilité internationale, toute la partie des normes IAS et IFRS. Donc, et intégré dans le coût exactement, Monsieur Chaupin, je confirme. Une fois on a finalisé l'évaluation d'une immobilisation, ben, il reste à rajouter un élément qui est très intéressant, qui est la TVA. Donc, normalement, notre écriture ici, ça devrait s'incorporer avec une immobilisation qui y aura une valeur de 700 000. Ça serait aussi des deux comptes, toute la partie acquisition de la matière première, des charges directes et indirectes de production qui seraient impactées dans le compte le 714.3, c'est-à-dire immobilisation corporelle produite par l'entreprise pour elle-même, et toute la partie des intérêts intercalaires, ça impacterait le compte transfert de charges, étant donné qu'ils ont déjà été activés en tant que charge financière. Donc là, on va essayer de les réactiver, mais cette fois-ci en tant qu'immobilisation. Donc il fallait qu'on annule la charge déjà créée avec le compte de transfert de charges financières. Bien sûr, vers la fin, on aurait à neutraliser, et ça c'est l'obligation fiscale qui parle, avec cette facture de livraison à soi-même, parce que l'entreprise ici en question est dans l'obligation de se facturer, de livrer et en l'occurrence de mentionner la TVA est facturée et récupérable. Une fois l'activation de cette immobilisation a été faite, la facture de livraison a été établie, l'entreprise, elle pourra dire qu'elle a une nouvelle immobilisation dans son patrimoine et en conséquence, elle pourra, à défaut, commencer son amortissement.
La question qui se poserait maintenant, c'est est-ce que si ces éléments-là s'étalent sur plusieurs exercices, si la production s'étalerait sur plusieurs exercices, quel est le travail ou le traitement correspondant? Donc, comment on devrait alors neutraliser? On pourrait neutraliser ces éléments. Il ne faut pas oublier que le compte 714, l'immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, donc c'est un compte qui devrait être réalisé pour toute fraction de production en interne, mais comme j'ai dit, là, on n'avait pas de souci parce que dans cet exemple-là, on l'avait activé initialement sur une immobilisation qui s'était produite sur un seul exercice. Mais la question maintenant, c'est les charges financières sont variables, comment on peut établir le résultat du compte et son influence sur la capacité de remboursement. Les charges financières sont variables, donc là, à défaut, ça nous remet en question sur une autre production des états financiers, car étant donné que si ces charges financières sont variables et si on travaille avec des taux variables, donc soit on peut faire une estimation à l'avance, mais ça nous permettrait pas de refléter quelque chose qui est très peu 100% fiable, ou à défaut, ben, il faudrait actualiser chaque fois arriver à l'échéance avec tout ce qu'on avait calculé en amont par rapport à la réalité. Donc, ce qui va nous faire permettre, bah, c'est, on va rentrer, monsieur le Hashimi, sur toute la partie de l'IAS 39 et l'IFRS 9, la valorisation des instruments financiers. Ce qui va un petit peu être, bah, ce qui est un petit peu le jargon et ce qui fait un petit peu le mécanisme, le boom de toutes les banques de la place financière casablancaise, voire même marocaine actuellement. C'est toute une partie de valorisation de ces instruments financiers et je peux vous dire que ça peut faire pas mal de dégâts sur les indicateurs financiers qui peuvent changer, et je peux dire, et je pèse bien mes mots, de quelque chose qui est très positif à des choses qui sont très négatives. Juste éventuellement en procédant à ce recalcul-là des éléments qui sont très variables. Donc, si on s'avère qu'on va travailler sur des immobilisations qui s'étaleraient sur plusieurs exercices, là, en l'occurrence, on aura à travailler avec un compte nouveau qui est un compte d'immobilisation en cours. Donc, ça veut dire que à la fin de chaque année, l'entreprise en question devrait avoir une immobilisation en cours à constater. Et malheureusement, cette immobilisation en cours, c'est une immobilisation qui n'est pas achevée à 100%. Donc, en conséquence, on n'a nullement le droit de l'amortir. Car ce qui se fait, c'est que le législateur nous a permis d'amortir uniquement toute immobilisation. Et il aurait pu continuer sa phrase en disant toute immobilisation achevée à 100%. Donc, ce qui fait que là, on devrait travailler avec un compte de régularisation qui est le compte de l'IMO en cours. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le compte de l'immobilisation en cours, c'est un compte qui aura une durée de vie de une seule année uniquement. Donc si on reprend juste l'exemple qui est en face de nous, ici on est sur quelque chose qui s'étale sur 3 exercices. C'est-à-dire qu'on aura une immobilisation qui avait commencé en N, mais qui ne pourra être achevée et commencer à générer des avantages économiques futurs qu'à partir de N plus 2. C'est-à-dire qu'en N, on peut dire qu'on a une immobilisation, mais qui n'est non encore achevée. Et cette immobilisation, c'est une immobilisation en cours. C'est une immobilisation en cours à hauteur de 90 000 dirhams. Donc la première année, on aura juste à créer une immo en cours à 90 000 dirhams et en contrepartie, c'est quelque chose qui était réalisé en interne. Donc il s'agit d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Donc on est sur un 218 normalement dans le compte du débit et un 714 dans le compte du crédit. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce 218, cette immobilisation en cours qu'on avait activée en N, on n'a en aucun droit de la laisser jusqu'à N plus 2. C'est un compte de régularisation et les comptes de régularisation, normalement, ils ont une durée de vie maximale d'un seul exercice, d'une seule année, voire même, je dirais, 24 heures. C'est du 31 ou 1-1. Mais entre les deux dates, il y a déjà un exercice. Donc, le maximum qu'on peut garder comme immobilisation en cours, c'est normalement, on peut l'avoir, oui, si on a des immobilisations qui n'ont encore achevé, on pourrait les avoir éventuellement dans notre bilan. C'est un 218.
Donc, ces 90 000 dirhams, quand on devrait les créer en N, le maximum, c'est qu'on devrait les annuler l'année suivante, le N plus 1. Malheureusement, le N plus 1, notre immobilisation ici en face n'est pas encore achevée. Donc, on a rajouté une deuxième phase de 110 000. Ce qui fait que en N plus 1, on a une nouvelle immobilisation. Mais c'est une immobilisation qui est toujours en cours, à hauteur cette fois-ci de 200 000. Donc, ici, en face, dans cet exemple, on est passé sur une première production partielle de 90 000. Après, on a enchaîné sur une deuxième production partielle toujours, mais à 210 000. Sauf que dans les 210 000, on avait déjà les 90 000 de la base, plus les 110 000 qu'on vient de rajouter. Ça nous fait 200 000, mais c'est toujours une immobilisation en cours. C'est-à-dire, en conséquence, on n'a encore pas le droit de présenter la facture à soi-même, et en conséquence, on n'a pas encore le droit de pratiquer l'amortissement. Arrive la dernière année, qui est le 36 N plus 2, et là, on vous dit que l'achèvement de cette machine a eu lieu. Donc là, on pourrait rajouter les 290 000, divisé entre 210 000 et 80 000 sur cet exemple-là. Donc, on peut dire que en 210 000 et 90 000 plus 2, on peut dire que le N plus 2, on a une immobilisation, cette fois-ci achevée, à hauteur de 500 000. Et à partir du 36 N plus 2, c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, qu'on peut présenter la facture de livraison à soi-même, et en conséquence, qu'on peut aussi commencer à pratiquer l'amortissement. À défaut, légalement, juridiquement, voire même fiscalement, on n'y avait aucun droit de pratiquer ni un amortissement, ni d'établir la facture à livraison de soi-même. Cependant, pour les IMO en cours, vous allez me dire, des fois, ils peuvent perdre de la valeur. C'est-à-dire, si je suis en train de créer une immobilisation, et là on prendra le cas des brevets, par exemple, un logiciel, il pourrait perdre de la valeur du moment qu'il va être créé que partiellement. Donc, la législation, la comptabilité me permet cette fois-ci non pas d'amortir cette IMO en cours, mais uniquement de la déprécier. Donc, je devrais créer un compte de dépréciation d'une immobilisation en cours. Donc, je reviens sur quelques questions du public qui est assez présent. Donc, par rapport à la notion de la sous-activité. Donc, la notion de la sous-activité lorsqu'il s'agit d'une production. Donc, lorsqu'il s'agit d'une production, euh, euh, mais avec un traitement de sous-activité, ça signifie quoi? Si je prends l'exemple d'une entreprise de BTP, toujours, qu'elle veut créer pour ses propres besoins, un siège administratif, un nouveau siège administratif. Cette entreprise en question, elle avait des salariés dans un autre site. Okay. Pour qu'elle puisse créer son propre siège, elle va reprendre 50% de l'effectif des autres chantiers pour le rapatrier pour la construction du nouveau siège. Donc, je peux dire que la, la date de mise en, donc Monsieur Bouffier, la date de mise en service, oui, bah, c'est-à-dire la date de la livraison, c'est la date de la facture, la date de début de l'amortissement, c'est la date du commencement de l'établissement de la facture de livraison à soi-même. C'est-à-dire du moment que je vais me facturer, ça veut dire que je vais me livrer et ça veut dire que je vais commencer l'exploitation et en conséquence que le bien commencerait à m'engendrer des avantages économiques futurs. Donc concernant le traitement de sous-activité, on avait dit que sur ce chantier-là, la particularité que sur les chantiers que de cette entreprise, elle avait des charges fixes et des charges variables. Donc, en matière des charges variables, c'est tout à fait normal du moment de leur nom, c'est proportionnel. Donc, ils vont être volatiles, que ce soit avec une phase ascendante ou descendante. En conséquence, la partie fixe de mes charges, malheureusement, elle va rester figée. Donc, dans une démarche d'une bonne valorisation de ce coût de production, la comptabilité approfondie me demanderait de prendre en considération ce coût de sous-activité. Et comment je vais prendre la fraction de ce coût de sous-activité?
ce sont des choses que vous avez déjà abordées dans les matières de contrôle de gestion, de la comptabilité analytique, c'est que je vais travailler avec un CIR ou plus définément avec un coefficient d'imputation rationnelle. Donc avec ce coefficient d'imputation rationnelle que je le calculerai moyennant l'activité réelle sur l'activité normale, moi fois 100 étant donné que c'est un pourcentage, les charges fixes que je devrais incorporer seraient uniquement les charges fixes supportées fois le coefficient d'imputation rationnelle. Donc, normalement, si je veux récapituler ma formule avec ce, comment dirais-je, ce référentiel, normalement, ça devrait être les charges directes et indirectes de production plus les intérêts intercalaires, mais uniquement, je dis bien uniquement, les charges fixes fois le coefficient d'imputation rationnelle. Donc, en ce qui concerne les charges d'intérêt, ça dépend. Oui, les charges d'intérêt. Donc, il y a déjà la norme qui traiterait éventuellement les charges d'intérêt spécifiques. Et le CGNC, c'est par rapport au retraitement comme on avait évoqué, des intérêts intercalaires, c'est-à-dire la prise en considération que de la fraction du temps de n en question. Donc, si on reprend éventuellement les éléments qu'on a en face, ici, ben, toute la partie matière première, toute la partie charge de production, ce sont des éléments qu'on devrait les prendre en considération. On est en train d'évaluer un coût de production. Donc, c'est tout à fait normal et logique qu'on ne devrait pas intégrer quoi? Ben, toute la partie marge, toute la partie, tout élément qui viendrait augmenter. Est-ce que ça a un sens de se procurer une immobilisation en interne avec de la marge? La marge, normalement, on pourrait se la facturer, se la procurer lorsque le bien va être externalisé, afin qu'il ne puisse nous générer comment dirais-je, afin qu'il puisse nous générer un certain revenu supplémentaire. Du moment qu'il s'agit d'une immobilisation interne de l'entreprise, sur laquelle elle va être utilisée aussi en interne, donc ça n'a pas de sens parce que ça serait une opération réciproque. Parce qu'on peut se facturer une marge de 1 million, c'est-à-dire on va gagner 1 million, mais c'est nous qui payerons ce 1 million, donc on va perdre le 1 million. Moins 1 million plus 1 million, ça fait une opération neutre. Donc, à la base, on ne calcule 100 éléments à rajouter, c'est-à-dire 100 éléments qui viendront augmenter la valeur, la VO en question, et en conséquence l'amortissement. Donc, ce qui fait qu'on va calculer ici juste le coût de production. Donc, on s'arrêterait juste aux trois éléments qu'on a. Cependant, les 21 400 en question ici, on ne pourrait pas les prendre à 100%, car on vous dit que cette entreprise-là, normalement, elle a une activité réelle de 10 850 et que son activité normale est 15 500. Donc, ce qui fait que le coefficient d'imputation rationnelle ici, ça serait 10 850 sur les 15 500, ce qui va nous donner un 70%. Donc, ce 70%, c'est l'élément qui viendrait impacter mes charges fixes. Non, pour Sil Hachimi, pour en ce qui concerne le référentiel international, il n'y a rien qui était prévu pour le moment afin qu'il puisse, comment dirais-je, de parler contre les mesures du Covid-19. Bon, pour le moment, on est en train de gérer parce que les conséquences de cela ne seraient qu'en fin d'exercice. Donc, on pourrait attendre un peu de temps d'ici la fin de l'année pour qu'on puisse ressortir avec des normes qui seraient à traiter, à travailler avec ces éléments-là afin qu'on puisse retrouver quelque chose d'assez stable et homogène pour l'entreprise. Ou à défaut, semestriellement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la périodicité des établissements, des documents comptables issus des IFRS, c'est soit même consolidé, c'est une présentation semestrielle. Donc, que ce soit les deux créneaux, les deux contraintes de temps, il y a encore de la marge, donc ce qui permet comment dirais-je, d'attendre un petit peu pour qu'on puisse anticiper et retrouver une solution. Car je confirme, si Hachimi, si on fait aucune mesure anticipative, ça risque d'avoir des conséquences assez lourdes pour l'entreprise. Mais heureusement, notre royaume, il a déjà commencé par des mesures
fiscales, des mesures d'incitation aussi économique. On parle d'un remaniement, voire même d'une modification de la loi de finances. Donc tous ces éléments-là, on peut dire que ça pourrait un petit peu limiter la casse par rapport à ce qu'on pourrait avoir d'ici la fin de cette année. Donc, euh, on parlerait maintenant d'un cas particulier de production, c'est-à-dire la partie des logiciels et cette partie-là qui échappe quelque chose au radar de la comptabilité. Oui, 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 monsieur Amin, oui, exactement. La partie de sous-activité, c'est quelque chose qui échapperait à la comptabilité. Mais bon, comme j'aurais dit, si on se base sur une comptabilité avec les moyens prévus par le CGNC, certes, c'est une comptabilité qui est légale, mais ça nous permettrait pas de refléter la vraie image fidèle et sincère que demanderait le gestionnaire. Donc, en l'occurrence, on est censé, on a une obligation, je parle éventuellement du monde professionnel, toute la partie des auditeurs, lors des experts comptables, ils ont une obligation de moyens de faire toutes les choses qui peuvent être nécessaires, primordiales, afin de se rapprocher de cette image fidèle. Donc, en l'occurrence, oui, on devrait travailler avec le contrôleur de gestion ici en face afin qu'on puisse déterminer quel est ce coût de sous-activité. Parce que certes, avec de la comptabilité pure et dure, c'est quelque chose qui serait un petit peu volatile et on ne pourra pas l'apercevoir. Mais c'est tout à fait logique, hein. Il suffit juste de parler, même pas comptablement, avec n'importe qui pour lui dire est-ce que ce projet-là, dans lequel on a rapatrié 80% du personnel, est-ce qu'il travaille avec la même cadence? Je pense que la réponse serait très, on va dire, très directe, hein. Donc, si on reprend le cas des logiciels, normalement, le souci ici serait uniquement pour la partie des logiciels créés par l'entreprise pour l'entreprise. Car lorsque une entreprise achèterait un logiciel pour le revendre, là, ça ne pose pas de problème, on est en face d'une marchandise. Lorsque l'entreprise achèterait un logiciel pour le paramétrer et le revendre toujours, on est en face toujours à un produit fini. Et en l'occurrence, lorsque l'entreprise achèterait un logiciel pour l'utiliser en interne, là, c'est une nouvelle immobilisation qu'elle devrait être régularisée en matière de coût d'acquisition. Mais le souci, c'est lorsque l'entreprise produirait un logiciel pour l'utiliser en interne. Donc ici, c'est une production d'une immobilisation incorporelle pour l'entreprise pour elle-même. En l'occurrence, il y a trois conditions qu'on doit observer. On pourrait éventuellement passer de charge à IMO, car à vrai dire, pour qu'on puisse produire un logiciel, à la base, ça commencerait avec des charges. C'est ce qu'on appellerait soit des frais de recherche et de développement, soit des salaires, soit plusieurs éléments qui seront activés dans le 6, dans la classe des charges, et en l'occurrence, qu'on devrait les passer en tant qu'immobilisation. Mais à partir de quel moment? Ici, la comptabilité a régi trois conditions. La première, c'est qu'on devrait avoir des fortes de chances de réussite. Bon, vous allez me dire, les fortes de chances de réussite, c'est un élément qui est subjectif. Et je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que chaque entrepreneur, lorsqu'il commencera à activer le premier dirham dans un projet, pour lui, le projet est 100%, il va 100% être réussi. Donc, en l'occurrence, si le bilan de là, oui, là, c'est là, c'est par rapport aux dernières dispositions. Donc là, la CM, en l'occurrence, là, si le bilan de 2019 en PSM, on laisse, si vous payez CM, c'est-à-dire au 30 juin, ben, là, il faudrait se refaire. Bah là, en 2019, on rentre éventuellement sur les nouvelles dispositions telles qu'elles sont prévues par le ministère des Finances. Donc là, il faudrait voir éventuellement ces dernières dispositions en détail. Mais si on est éventuellement sur de l'ACM, ça veut dire est-ce qu'il n'y avait pas des acomptes de régularisation? Est-ce que l'année 2018, est-ce qu'il n'y avait pas éventuellement des acomptes de régularisation, des acomptes par rapport à un impôt de référence? Donc là, est-ce que vous faites référence jusqu'à l'acompte de régularisation du 31 mars? Donc, sur ces trois conditions, donc il y a l'effort de chance de réussite, il y a l'intention
et de produire de façon durable. Et la troisième critère, c'est le suivi analytique. Donc le suivi analytique, c'est quelque chose qu'on peut le mettre en place avec éventuellement des démarches de contrôle de gestion, avec des clés de répartition. L'intention de produire et utiliser durablement, donc là c'est juste la décision. Il reste le seul point qui est ambigu ici, c'est les fortes chances de réussite. Donc sur ces fortes chances de réussite, là la comptabilité a intervenu en décrivant 8 phases, donc pour qu'on puisse passer de charge à immobilisation. Car la comptabilité nous a bien éclairci ici sur un point, c'est que lorsque j'ai des chances de réussite, je pourrais passer de la classe 6 à la classe 2, c'est-à-dire des charges à l'immobilisation incorporelle. En l'occurrence, on avait dit que le CGC ici, on en avait évoqué 8 phases de création. Ces phases-là, ça commencerait avec la phase conceptuelle, c'est-à-dire toute la partie étude préalable, ensuite avec l'analyse fonctionnelle, ensuite avec l'analyse organique, après on rentrait dans la deuxième phase de production, qui parlerait de la programmation, des tests de cette immobilisation incorporelle, pour en finir avec la phase de mise à disposition de l'utilisateur, phase de suivi, qui englobera toute la documentation, la formation et le suivi. Donc devant ces 8 phases-là, la comptabilité nous permet uniquement d'immobiliser les 4 phases du milieu. Les 2 premières, l'étude préalable et l'analyse fonctionnelle, normalement, donc en ce qui concerne ces 2 phases-là, ça devrait être considéré comme des charges parce que la comptabilité ne considère pas que les chances de réussite y sont. Donc, implicitement, ce sont des charges et non des immobilisations. Par contre, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième, ils sont à immobiliser. Donc, à défaut, s'ils sont déjà passés en tant que charges, bien évidemment, on va essayer de les neutraliser avec toujours notre compte de transfert de charges. La phase 7 et la phase 8, là, ce sont des éléments qui vont être activés après la mise en place, après l'utilisation du bien. Donc, en l'occurrence, ces 2 éléments-là, et étant donné que ça viendrait après l'utilisation, ils vont être considérés en tant que charge. Donc, les 2 premiers éléments ainsi que les 2 derniers seront considérés comme des charges, ce qui fait que la partie à immobiliser, ça serait la phase 3, 4, 5 et 6. Et pareil que ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, s'il s'avère que ces phases-là sont créées sur plusieurs exercices, en l'occurrence, il devrait être à la fin de chaque année constater la notion de l'IMO en cours et dans lequel cet IMO en cours ne devrait pas donner toujours naissance ni à une facture de livraison à soi-même, ni à un amortissement. Tant que l'humain est déposé, il faut payer le CM avant le 31/3. Oui, oui, oui. Donc après, je peux vous confirmer, Monsieur Hamleli ainsi que Monsieur Abdelmalek, c'est que devant cette phase-là, donc la partie alia, la partie gris, on va dire, elle est très très vague. Donc rien n'empêche dans les jours à venir et ça tomberait éventuellement dans cette semaine, voire la semaine prochaine, par rapport à des mesures correctives de la loi de finances 2019, donc qui pourrait un petit peu changer même ces échéances-là. Les mises à jour. En ce qui concerne les mises à jour, tout dépend de quel type de mise à jour on parle. Parce que dans la comptabilité, on va dire, si on se réfère sur les gens de l'IT, on peut avoir des mises à jour mineures comme on peut avoir des mises à jour majeures. Des mises à jour mineures, c'est toute la partie qui ne rentre pas dans le noyau du logiciel. Et cette partie-là, il peut être intégrée en tant que charge de maintenance, en tant que classe 6. Cependant, lorsqu'il s'agirait d'une mise à jour majeure dans laquelle il faudrait changer, programmer l'ensemble du noyau du logiciel, à défaut, là, comptablement, on est sur une nouvelle création d'une nouvelle immobilisation. Donc, en l'occurrence, on devrait faire ressortir l'ancienne immobilisation et recréer une nouvelle en respectant à nouveau les 8 phases. Les logiciels, ils ont un traitement assez particulier qui font partie, ce sont des émulsions corporelles, mais éventuellement, c'est quelque chose qui est prévu parce que dans le fonds commercial, on n'avait pas d'écrit de phase, on n'avait pas d'écrit d'étapes.
En l'occurrence, lorsqu'il s'agit d'un fonds, lorsqu'il s'agit éventuellement d'un logiciel, ben, je peux vous rassurer que ça a été très détaillé, que ce soit dans la comptabilité française, la comptabilité marocaine, voire même aussi dans la comptabilité internationale. Donc, ce sont des éléments qui étaient écrits en détail, y compris leur partie de mise à jour. Et il y a même une norme, c'est l'IFRIC 32, qui parle juste aussi des coûts liés pour la création d'un site internet. Et là, c'est une autre démarche parce que dans les sites internet, c'est une autre décomposition. Et cette fois, la décomposition d'un site internet selon le référentiel international, c'est des sites internet actifs, soit des sites internet passifs. Donc, soit c'est un site qui va être passif. Et là, c'est quoi le rôle d'un site passif? C'est uniquement de la publicité. Et dans ce cas-là, le référentiel international nous oblige à ce qu'on enregistre l'ensemble des frais activés, engagés dans ces logiciels-là en tant que charge, parce que c'est de la relation publique. En conséquence, toute la partie concernant les sites internet actives ou dans lesquels il y aura du e-commerce, dans lesquels il y aura de l'échange. Donc, dans cette partie-là, on devrait la comptabiliser en tant que immobilisation. Sauf que cette comptabilisation en tant que immobilisation, ben, elle devrait respecter aussi une autre démarche. Donc tout cela, ben, on essaierait de l'aborder lorsqu'on arrivera dans notre stade, notre traitement des immobilisations incorporelles, c'est l'IAS 38 hein, en question. Donc je pense que on avait fait le tour de l'ensemble des éléments. Il ne sera inscrit au bilan en aucun cas si on fait référence au site internet ou au logiciel, si, ça serait inscrit au bilan. Mais le fonds commercial, ben, on devrait éventuellement le mentionner. Et là, ça peut être considéré en tant que apport. Donc, mais en l'occurrence, lorsqu'il s'agit de site internet ou d'un logiciel, lorsqu'il est produit en interne, c'est quelque chose qui devrait être obligatoirement mentionné dans notre bilan en tant que une nouvelle immobilisation. Et cette nouvelle immobilisation, que ce soit l'acquise, que ce soit produite, tout ce que vous voulez, il ne faudrait pas oublier que dans une démarche de comptabilité approfondie, l'objectif, c'est pas juste de valoriser à la base initialement, mais aussi et de suivre. Donc, on essaiera de voir au cours des séances prochaines les autres méthodes d'évaluation à la date d'inventaire. Parce que l'objectif, c'est ne pas de faire juste un seul travail bien comme il faut au moment T0 et après oublier le T1, T2, T3, T4, c'est-à-dire la partie des dates d'inventaire. Donc tous ces éléments-là, on reviendrait par la suite, a été lancé par... Bah, déjà, Monsieur Hachimi, je vous remercie très chaleureusement pour votre participation. Donc là, en ce qui concerne l'opération Intelaqa, ben, aujourd'hui même, et j'essaierai de le partager avec vous en extra, pas comptable, mais ultérieurement, par rapport à de nouvelles mesures très intéressantes pour des entreprises, notamment toute entreprise petite entreprise ou TPE, avec des crédits qui peuvent aller jusqu'à 1,5 million de dirhams avec des taux de 0%, mais pour un secteur spécifique, vu la conjoncture actuelle, toute la partie des entreprises qui va faire la partie gilet, la partie masque sanitaire, liquide de protection, les liquides de désinfectation. Donc, certes, c'est une période qui est très mouvementée. Donc l'essentiel aussi, c'est de partager toutes nos expériences sur ces éléments-là. Est inférieur à 20 000. Oui, donc tu as dit dans tes points. Donc, pour répondre en extra afin qu'on puisse échanger de façon plus détaillée sur votre cas, parce que apparemment vous y tenez. Donc là, le délai qui nous a été accordé par la très belle initiative Ref Dar et arrive à sa fin. Donc c'était toujours un plaisir et je tiens à vous remercier dans le livre sur l'audit financier, oui, c'est Hamza Bouftir. Bon, on essaiera de changer. J'ai déjà une capsule par rapport à ça. J'essaierai de vous l'envoyer. Donc, je tiens à remercier encore une fois toutes les parties qui sont dans le background de cette très belle initiative Revta. Je tiens à remercier tous les participants, sans parler des noms. Donc, c'était toujours et avec un très grand plaisir qu'on fait cette séance-là. Donc, merci à vous et on vous donne rendez-vous éventuellement toujours à la même échéance, c'est-à-dire le lundi prochain, Inch'Allah. Merci.